Quatrième intermède. Le 6 avril 1985. Je vais vous dire un truc, chers amis et voisins. Je suis fin sous ce soir, rond comme une pelle. Whisky, bourbon, etc. Je suis descendu chez Wallis et c'est là que j'ai démarré. Puis j'ai été dans la boutique de Central Street une demi-heure avant la fermeture et je me suis offert une bouteille de whisky. Je sais ce que je fais. Je bois à bon marché ce soir et je paierai cher demain. Mais voilà le tableau. Un nègre ivre, installé dans une bibliothèque après la fermeture, ce cahier ouvert en face de lui et la bouteille d'Old Kentucky à sa gauche. Dis la vérité et honte au diable, avait l'habitude de dire ma mère, mais il y a des moments où on ne peut pas faire honte à monsieur Pied Fourchu pour qu'il reste sobre. Les Irlandais le savent, mais ce sont bien entendu les nègres blancs de Dieu, et qui sait, ils ont peut-être un point d'avance. Je veux écrire sur la boisson et sur le diable. Vous vous souvenez de l'île au trésor, le vieux loup de mer, l'amiral Benbow? Je suis prêt à parier que le vieux Saligo y croyait. Avec le plein de rhum ou de whisky, on peut croire n'importe quoi. La boisson et le diable, très bien. Je m'amuse parfois à me demander combien de temps je tiendrais si je décidais de publier certains de ces trucs que j'ai écrits au cœur de la nuit. Si je sortais quelques-uns des squelettes qui traînent dans les placards de Derry. Il y a un conseil d'administration de la bibliothèque, 11 types en tout. L'un d'eux est un écrivain de 70 ans qui a eu une hémorragie cérébrale il y a 2 ans et qu'il faut le plus souvent aider à trouver à quel moment il doit intervenir dans l'ordre du jour imprimé, et que l'on a aussi parfois observé en train d'extirper de considérables crottes de nez de ses narines poilues pour les déposer délicatement dans le creux de ses oreilles, en lieu sûr en somme. Il y a également une femme arrogante venue de New York avec son mari médecin, lancée dans un perpétuel monologue gémissant sur le provincialisme indécrottable de Derry, sur le fait qu'ici personne ne comprend l'expérience juive, et sur le fait qu'il faut aller jusqu'à Boston pour trouver une robe métable. La dernière fois que cette cinglée d'anorexique m'a adressé la parole sans le service d'un intermédiaire remonte à la soirée de Noël du conseil d'administration. Elle avait consommé une certaine quantité de gin et m'avait demandé si seulement quelqu'un à Derry comprenait l'expérience noire. J'avais également consommé une certaine quantité de gin et je lui ai répondu « Mrs. Galdry, les Juifs constituent peut-être un grand mystère, mais tout le monde comprend les nègres. » Elle faillit s'étouffer sur son verre et fit un demi-tour si brutal que sa robe s'envola et révéla un instant sa petite culotte. Vision sans grand intérêt, dommage que ce ne fût pas Carole Denner. Ainsi se termina ma première conversation privée avec Mrs. Ruth Galdry. La perte n'était pas énorme. Les autres membres du bureau sont des descendants des seigneurs du bois en Grume. Le soutien qu'ils apportent à la bibliothèque est une forme d'expiation héritée. Ils ont pillé les forêts et s'occupent maintenant des livres, comme un libertin pourrait décider, l'âge venant, de s'occuper des bâtards qu'il a joyeusement conçus dans sa jeunesse. Ce sont les grands-pères et les arrière-grands-pères de ces hommes qui ont très concrètement fait reculer la forêt au nord de Derry et de Bangor et violé ces vierges parées de verre avec leurs haches. Ils ont coupé, taillé, débité, sans jamais un seul regard en arrière. Ils ont déchiré l'hymen de ces grandes forêts à l'époque où Grover Cleveland était président, et le travail était à peu près achevé au moment où Wilson fit son hémorragie cérébrale. Ces ruffians en rubans et dentelles ont violé les grands bois, ont sali leur sol de débris et de sueur et transformé Derry. De la petite ville endormie, ils ont fait un bastringue à la croissance anarchique, où les débits à gin ne fermaient jamais et où les putes faisaient des passes à longueur de nuit. Un vieux de la vieille, Egbert Rookwood, aujourd'hui âgé de 93 ans, m'a raconté comment il s'était envoyé une pute maigre comme un coucou dans un claque de Baker Street, une rue qui n'existe plus. Un ensemble de résidences de standing moyen s'élève à l'endroit où elle se trouvait auparavant. Ce n'est qu'après avoir tiré mon coup que je me suis rendu compte qu'elle baignait dans une mare de foutre qui devait bien faire 2 centimètres. On aurait dit un truc comme de la gelée. Dis donc, la môme que je lui fais, ça t'arrive jamais de te laver? Alors elle a regardé et tu sais ce qu'elle m'a dit? Je vais changer les draps si tu veux remettre ça. Doit y en avoir une paire dans la commode du hall, je crois. Je vois bien dans quoi je suis jusqu'à 9 ou 10 heures, mais après minuit, j'ai le con tellement engourdi qu'il pourrait tout aussi bien être à 10 bornes de là. Telle était donc la ville de Derry pendant les 20 premières années, en gros, du XXe siècle. Une ville champignon où l'agnole et le sperme coulaient à flot. La Penobscot et la Kentucky débordaient de bois en grume depuis le dégel d'avril jusqu'à ce que les glaces reprennent, en général en novembre. Les affaires commencèrent à péricliter au cours des années 20, une fois privées de l'impulsion donnée par la guerre. Elles s'arrêtèrent complètement avec la crise. Les seigneurs du bois en grume placèrent leur fric dans les banques de New York ou de Boston, qui avaient survécu au crash, et laissèrent l'économie de Derry se débrouiller pour survivre ou crever.
Ils se replièrent dans leur demeure de West Broadway et envoyèrent leurs enfants dans les écoles privées chics du New Hampshire, du Massachusetts ou de New York, et ils vécurent de leur intérêt et de leurs relations politiques. Tout ce qui restait de leur suprématie, 70 années et quelques après Kate Guberg, Thorogood se fut soulagé de son besoin d'amour avec une pute à $1, dans un lit baigné de sperme de la défunte Baker Street, se réduisait à des forêts massacrées et embroussaillées dans les comtés de Penobscot et d'Aroostook, aux grandes baraques victoriennes qui s'élevaient entre deux coins de rue sur West Broadway, et bien entendu à ma bibliothèque. Sauf que ces bonnes gens de West Broadway me feraient un tricard de ma bibliothèque en 3 coups de cuillère à peau, noir évidemment, jeu de mots on ne peut plus volontaire, si je publiais quoi que ce fût sur la Légion de la Décence, l'incendie du Black Spot, le massacre de la bande à Bradley, ou sur l'affaire de Claude Héroux et du Silver Dollar. Le Silver Dollar était un caboulot où l'on servait de la bière, et c'est au Silver Dollar qu'a eu lieu ce qui reste peut-être comme la plus étrange affaire de l'histoire américaine en matière de meurtre en masse. C'était en septembre 1905. On trouve encore quelques anciens, à Derry, qui prétendent s'en souvenir, mais le seul récit qui m'inspire confiance est celui de Thorogood, qui avait 18 ans lors des événements. Thorogood vit maintenant à la maison de retraite Paulson. Il n'a plus de dents, et son accent, une variante franco-canadienne, celle de la vallée de la Saint-Jean, est tellement épais que seul un folkloriste averti du Maine pourrait comprendre ses discours si on les rapportait phonétiquement. C'est d'ailleurs Sandy Ives, folkloriste à l'université du Maine, à qui j'ai déjà fait allusion plus haut dans ces pages décousues, qui m'a aidé à retranscrire mes enregistrements. À en croire Thorogood, Claude Héroux était une espèce de fils de pute qui te regardait avec 2 gros yeux affolés de jument au clair de lune. Thorogood m'a dit qu'il croyait, comme tous ceux qui avaient approché Héroux, que l'homme était aussi matois qu'un renard voleur de poules, ce qui rend son massacre à la hache du Silver Dollar encore plus surprenant. Il n'est pas dans l'esprit du personnage. Jusqu'à ce jour-là, les talents de Héroux, au dire des bûcherons de Derry, se réduisaient surtout à allumer des incendies dans les bois. Le plus important de tous, qu'il admit plus tard lui-même avoir provoqué en posant simplement une bougie allumée au milieu d'un tas de débris de bois et de branchettes, eut lieu dans la forêt de Big Injune, près de Haven. Il détruisit 20 000 arpents de bois de haute futaie, et on pouvait sentir l'odeur de la fumée à 50 km de là. C'était l'époque où les tramways qui grimpaient Up My Hill à Derry étaient encore tirés par des chevaux. Au printemps de cette année-là, il avait été plus ou moins question de la création d'un syndicat. 4 bûcherons s'étaient lancés dans un travail d'organisation. Quoiqu'il n'y eût guère à organiser, les travailleurs du Maine étaient alors des antisyndicalistes notoires, comme ils le sont encore majoritairement à l'heure actuelle. L'un de ces hommes était Claude Héroux, qui vit, probablement dans l'activité syndicale, une occasion d'ouvrir sa grande gueule et de passer beaucoup de temps à boire dans les troquets de Baker et Exchange Street. Héroux et ses 3 camarades se dénommaient les organisateurs. Les patrons les appelaient des meneurs. Ils firent afficher des avis sur la cabane des cuistots dans tous les camps de la forêt, de Haven Village jusqu'à Millinocket, en passant par Summer Plantation, informant les bûcherons que tous ceux que l'on entendrait parler de syndicats seraient immédiatement licenciés. En mai, il y eut une courte grève près de Trapham Notch, et même s'il y fut mis fin vigoureusement, à la fois par des briseurs de grève et par des policiers municipaux, une chose assez étonnante, figurez-vous, étant donné qu'il y eut en action quelques 30 policiers municipaux brandissant des manches de hache et pelant nombre de scalps, alors qu'avant cette belle journée de mai, on aurait eu bien des difficultés à en trouver un seul dans Trapham Notch, où l'on avait recensé 90 habitants en 1900. Héroux et ses camarades organisateurs n'en considéraient pas moins que c'était là une grande victoire pour leur cause. En conséquence, ils débarquèrent à Derry pour s'enivrer et pour poursuivre leur tâche d'organisateurs ou de meneurs, selon le point de vue. Peu importe d'ailleurs, c'était un boulot à faire à jeun, de toute façon. Ils accostèrent à presque tous les bars du demi-arpent d'enfer et finirent par échouer au Silver Dollar, se tenant par les épaules, ivres à se pisser dessus, chantant alternativement des chansons syndicales et des airs, grotesques par contraste, comme « Les yeux de ma mère me regardent depuis le ciel ». Je me dis que si leur mère avait en effet jeté un coup d'œil sur leurs gamins et les avait vus dans cet état-là, elles auraient été bien excusables de regarder ailleurs. À en croire Egbert Thorogood, une seule chose pouvait expliquer la présence de Claude Héroux dans ce mouvement. Davey Hartwell. Hartwell était l'organisateur des organisateurs, ou le meneur des meneurs, comme on voudra, et Héroux l'idolâtrait. Il n'était pas le seul. La plupart des sympathisants à la cause syndicale aimaient Hartwell profondément et passionnément,
de cet amour orgueilleux que les hommes éprouvent pour ceux de leur sexe, dotés d'un magnétisme qui leur donne quelque chose de divin. Comme le disait Thorogood dans son langage imagé, Davey Hartwell était un homme qui marchait comme si la moitié du monde lui appartenait et comme s'il avait une option sur l'autre moitié. Héroux avait suivi Hartwell dans cette histoire de syndicat, tout comme il l'aurait suivi s'il avait décidé d'aller sur les chantiers de construction navale de Berwick ou de Bath, ou dans le bâtiment dans le Vermont. Il l'aurait suivi si son héros avait voulu rétablir les lignes du Pony Express dans l'Ouest. Héroux était un hypocrite et un saligot, et je suppose que dans tout roman digne de ce nom, cela l'empêcherait de se voir attribuer la moindre qualité. Parfois, cependant, quand un homme a passé sa vie à se méfier d'individus qui se méfiaient de lui, a constamment vécu en solitaire ou en éternel perdant, à la fois par choix et du fait de l'opinion que la société se faisait de lui, il arrive qu'il trouve un ami ou soit pris de passion et qu'il ne vive plus que pour la personne qui lui inspire cette amitié ou cette passion, comme un chien ne vit que pour son maître. C'est ainsi que les choses semblent s'être passées entre Héroux et Hartwell. Bref, ces 4 gaillards allèrent passer le reste de la nuit à Brentwood Arms Hotel, que les bûcherons appelaient alors le chien flottant, pour quelques raisons englouties, comme l'hôtel lui-même, dans les ténèbres du temps. Des 4, aucun ne ressortit sur ses pieds et par la porte le lendemain matin. L'un d'eux, Andy Deliceps, s'évanouit complètement, corps et biens. Pour ce que l'histoire en révèle, il peut très bien avoir passé le reste de sa vie à se la couler douce à Portsmouth, mais quelque chose me dit qu'il n'en est rien. On retrouva 2 des autres meneurs, Amsel Bickford et Davey Hartwell lui-même, flottant sur le ventre dans la Kenduskig. Bickford n'avait plus de tête, un coup d'une grande cognée de bûcheron l'avait séparé du corps. Quant à Hartwell, il lui manquait les 2 jambes, et ceux qui le découvrirent jugèrent n'avoir jamais vu une telle expression de terreur et d'horreur sur un visage humain. Quelque chose lui distendait la mâchoire et lui gonflait les joues. Quand on le retourna et qu'on voulut lui refermer la bouche, 7 de ses orteils tombèrent dans la boue. Certains pensaient qu'il avait perdu les 3 autres à l'époque où il maniait la hache dans les bois, d'autres étaient d'avis qu'il les avait avalés avant de mourir. Un papier était épinglé sur le dos de leur chemise avec écrit dessus un seul mot, syndicat. Claude Héroux ne comparut jamais devant un tribunal pour ce qui se passa au Silver Dollar dans la soirée du 9 septembre 1905, si bien qu'il n'y a aucun moyen de savoir par quel miracle il échappa au sort de ses camarades en cette nuit de mai. On ne peut que faire des suppositions. Il avait longtemps vécu en solitaire, il avait appris à filer au quart de tour, ou encore il avait développé ce talent qu'ont certaines fripouilles pour disparaître quand les ennuis sérieux commencent. Mais pourquoi n'a-t-il rien fait pour Hartwell ? A-t-il été conduit dans les bois avec les 3 autres agitateurs ? Peut-être l'avait-on gardé pour la bonne bouche, et avait-il trouvé le moyen de fausser compagnie à leurs ravisseurs pendant que retentissaient les hurlements de Hartwell au cœur de la nuit, hurlements de plus en plus étouffés au fur et à mesure qu'on lui fourrait ses orteils dans la bouche ? Il n'y a aucun moyen de le savoir, d'avoir une certitude, même si cette dernière hypothèse est celle qui me paraît la plus vraisemblable. Claude Héroux devint quelque chose comme un spectre. Il arrivait tranquillement dans un camp de forêt de la vallée de la Saint-Jean, par exemple, se mettait en rang devant la cabane du cuistot avec le reste des bûcherons, se faisait servir une assiette de ragoût, la mangeait et disparaissait avant que quiconque eût remarqué qu'il ne faisait pas partie de l'équipe. Quelques semaines plus tard, il réapparaissait dans un caboulot de Winterport, parlait syndicalisme et jurait qu'il vengerait ses amis et trouverait leurs assassins. Les noms de Hamilton Tracker, William Mueller et Richard Bowie étaient ceux qui revenaient le plus souvent. Tous vivaient à Derry, et leurs maisons à multiples pignons, coupoles et avant-toits se dressent encore aujourd'hui sur West Broadway. Des années plus tard, eux et leurs descendants mettraient le feu au Black Spot. On ne peut douter qu'il y eut des gens qui auraient bien aimé être débarrassés de Claude Héroux, en particulier après le début des incendies en juin de cette année. Cependant, on avait beau apercevoir souvent le personnage, celui-ci était rapide et possédait un sens du danger quasi animal. Je n'ai rien trouvé qui laisse à penser qu'un magistrat avait émis un mandat d'arrestation portant son nom. Quant à la police, elle ne se mêla jamais de cette histoire. Peut-être craignait-on les déclarations de Héroux, au cas où on l'enverrait devant la justice en tant qu'incendiaire. Toujours est-il que les incendies de forêt se multiplièrent autour de Derry et Haven au cours de l'été qui fut très chaud. Des enfants disparurent, et il y eut davantage de bagarres et de meurtres que d'habitude, et un drap funèbre de peur, aussi réel que la fumée que l'on pouvait sentir d'en haut de Upmile Hill, recouvrit la ville. La pluie arriva finalement le 1er septembre, et elle ne cessa de tomber de toute la semaine. La ville basse fut inondée, ce qui n'avait rien d'exceptionnel, mais les grandes maisons de West Broadway dominaient ce secteur, et il dut se pousser des soupirs de soulagement dans nombre d'entre elles.
Ce cinglé de Héroux n'a qu'à se cacher pendant tout l'hiver dans les bois, si cela lui chante, aurait-il pu dire. Son boulot estival est terminé et on l'attrapera avant que la sécheresse revienne. Puis arriva le 9 septembre. Je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Thorogood en est tout aussi peu capable. À ma connaissance, personne ne l'est. Je dois me contenter de relater les événements tels qu'ils se sont produits. Le Silver Dollar regorgeait de monde, essentiellement des bûcherons en train de boire de la bière. À l'extérieur, une nuit brumeuse commençait à tomber. La Kentucky, très haute, ses eaux d'un gris plombé sinistre, remplissait son liard à bord. D'après Thorogood, il soufflait un vent capricieux du genre qui trouve toujours le moindre trou dans votre pantalon et vous souffle jusque dans le trou du cul. Les rues n'étaient que fondrières. Au fond de la salle, une partie de cartes allait bon train autour d'une table. Les joueurs étaient les hommes de William Mueller. Ce Mueller était un propriétaire de lignes de chemin de fer et l'un des potentats de l'exploitation du bois. Il possédait des millions d'arpents de forêt de haute futaie, et les hommes qui jouaient au poker au Silver Dollar travaillaient comme bûcherons à temps partiel, cheminots à temps partiel et fouteurs de merde à plein temps. Deux d'entre eux, Tinker McCutcheon et Floyd Calderwood, avaient fait de la prison. Avec eux se trouvait Lathrop Rounds, dont le surnom aussi obscur que celui du chien flottant était El Katouk. Puis David Grenier et Eddie King, un barbu dont les lunettes avaient des verres en cul de bouteille aussi rebondis que sa bedaine. Il paraît très vraisemblable qu'au moins quelques-uns d'entre eux aient passé les 2 mois et demi précédents à guetter Claude Héroux. Il paraît tout aussi vraisemblable, bien qu'il n'y ait pas l'ombre d'une preuve, qu'ils étaient de la fête lors de la petite soirée d'abattage de mai qui vit la fin atroce de Bickford et Hartwell. Le bar était plein à craquer donc lorsqu'entra Claude Héroux. Il tenait à la main une grande cognée de bûcheron à double lame. Il s'avança jusqu'au comptoir et joua des coudes pour se faire une place. Egbert Thorogood se trouvait juste à sa gauche. Héroux, dit-il, dégageait un parfum de ragoût au putois. Le barman lui apporta une chope de bière, 2 œufs durs dans un bol et une salière. Héroux le paya avec un billet de $2 et rangea la monnaie, $1,85, dans l'une de ses poches de veste de bûcheron. Il sala ses œufs, les mangea. Il sala aussi sa bière, en siphonna une bonne rasade et lâcha un rot. « Tu sais que c'est la vérité, déclara soudain Héroux, ce qui, avec son accent, devait prendre des consonances curieuses. Il commanda une deuxième chope, la vida et rôta de rechef. Au bar, les conversations se poursuivaient. Plusieurs personnes interpellèrent Claude, qui hocha la tête et les salua de la main, mais sans sourire. Thorogood expliqua qu'il avait l'air d'un homme à demi plongé dans un rêve. À la table du fond, la partie de poker continuait. El Katouk misait fort. Personne ne se soucia d'avertir les joueurs que Claude Héroux se trouvait dans le bar, bien que, étant donné que le nom de Claude avait été vociféré par plus d'une de ses connaissances, et que la table de jeu était à moins de 10 mètres du bar, il paraît difficile de comprendre comment ils ont pu poursuivre la partie sans s'inquiéter des dangers potentiels que représentait sa présence. C'est pourtant ainsi que les choses se sont passées. Après avoir vidé sa deuxième chope de bière, Héroux s'excusa auprès de Thorogood, saisit sa hache à double lame et se dirigea vers la table où des hommes de Mueller tapaient le carton. Et il se mit à l'abattage. Floyd Calderwood venait de se verser un verre de whisky et reposait la bouteille au moment où Héroux arriva. Il eut la main coupée à la hauteur du poignet. Calderwood regarda son moignon et se mit à hurler. La main tenait toujours la bouteille sans être rattachée à quoi que ce soit, s'ouvrant sur une plaie béante de cartilage ensanglanté et de vaisseaux qui pendouillaient. Pendant un instant, les doigts serrèrent le goulot encore plus fort, puis le membre retomba sur la table comme une araignée morte, tandis qu'un jet de sang giclait du bras amputé. Au bar, quelqu'un commanda une autre bière, tandis qu'un autre consommateur demandait au barman, qui s'appelait John C., s'il se teignait les cheveux. « Jamais fait ça », répondit celui-ci, qui tirait vanité de sa chevelure. « J'ai rencontré une pute chez la mère Coutney qui m'a dit que ce qui te poussait autour de la bite était blanc comme neige, » répliqua le consommateur. « C'est des bobards », protesta le barman. « Baisse donc ton froc et montre-nous », intervint alors un bûcheron du nom de Falkland, avec lequel Thorogood avait parié une tournée avant l'arrivée de Claude Héroux. Il y eut un rire général. Derrière eux, Calderwood hurlait. Quelques-uns des hommes au bar jetèrent un regard indifférent dans la direction de la table de jeu, suffisamment tôt pour voir Héroux enfoncer sa grande hache dans la tête de Tinker McCutcheon. Tinker était une espèce de grand balèze dont l'épaisse barbe noire virait au gris. Il se leva à moitié, des ruisseaux de sang sur le visage, puis se rassit. Héroux retira la hache de sa tête. Tinker voulut de nouveau se lever, et Héroux balança sa hache de côté. La lame vint s'enfoncer dans le dos du bûcheron avec un son, d'après Thorogood, rappelant un sac de linge sale qu'on laisse tomber sur un tapis. Tinker s'effondra sur la table, les cartes lui échappant des mains.
Les autres joueurs rugissaient, vociféraient. Kelderwood, toujours hurlant, essayait d'attraper sa main droite avec la gauche, tandis que s'écoulait sa vie avec le flot régulier de sang qui jaillissait de son moignon. Grenier possédait ce que Thorogood appelait un pétard planqué, autrement dit un automatique dans un holster de poitrine, et s'efforçait sans succès de l'extirper de sa gaine. Eddie King voulut se lever et ne réussit qu'à se prendre les pieds dans la chaise et à tomber sur le dos. Avant qu'il eût le temps de se relever, Héroul l'avait enjambé et brandissait sa hache. King hurla et tendit les mains en un geste de défense et de prière. « Je t'en prie, Claude, je viens de me marier le mois dernier, gémit-il. » La hache tomba, et le fer disparut presque complètement dans la considérable bedaine de King. Le jet de sang fut d'une telle puissance qu'il alla jusqu'au plafond du $. Eddie se mit à reculer sur le sol comme une écrevisse. Claude retira la hache de ses entrailles à la manière dont un bon bûcheron retire une lame d'un bois tendre, avec un mouvement d'avant en arrière pour affaiblir la prise du bois plein de sève. Quand elle fut libérée, il la souleva de nouveau au-dessus de sa tête pour la laisser aussitôt retomber. Eddie King s'arrêta de hurler. Héroux n'en avait cependant pas terminé avec lui, car il se mit à le débiter comme on prépare du bois pour le feu. Au bar, la conversation s'était maintenant portée sur l'hiver qu'on allait avoir. Vernon Strangfield, un fermier de Palmyra, prétendait qu'il serait doux. Il avait pour dicton que les pluies d'automne annoncent les hivers sans neige. Alfie Nogler, qui possédait une ferme près de Derry sur Nogler Road, ferme qui a maintenant disparu, là où Alfie faisait pousser ses petits pois et ses haricots, se permit de ne pas être d'accord. Il prédit que l'hiver allait être terrible. Il avait compté jusqu'à 18 anneaux sur certaines chenilles, prétendait-il, quelque chose que l'on n'avait jamais vu. Un autre pariait pour des mois de gadou, un autre pour des vents d'enfer. On évoqua évidemment le blizzard de 1901. John C., le barman, propulsait les chopes d'un demi-litre et les bols pleins d'œufs durs sur le zinc de son bar. Derrière eux, les hurlements continuaient, tandis que le sang ruisselait partout. À ce stade de mon interrogatoire, j'arrêtai l'enregistrement du magnétophone et demandai à Thorogood « Mais comment est-ce possible ? Êtes-vous en train de me dire que vous ne saviez pas ce qui se passait, ou que vous le saviez mais n'interveniez pas ?» Je vis le menton du vieillard s'abaisser jusqu'à toucher le premier bouton de sa veste taché de débris de nourriture. Ses sourcils se rapprochèrent. Le silence de la petite chambre encombrée et empestant la pharmacie se prolongea tellement que j'étais sur le point de répéter ma question quand il me répondit. Nous le savions, mais on aurait dit que ça n'avait aucune importance. Un peu comme de la politique, d'une certaine manière. Ouais, comme ça. Comme les micmacs de la commune. Autant laisser les gens qui comprennent la politique s'en occuper, et les gens qui comprennent les micmacs de la ville s'occuper de ça. Il vaut mieux que les travailleurs ne se mêlent pas de certaines choses. Mais êtes-vous bien en train de me parler fatalité, en ayant juste un peu peur d'employer le mot ? Lui demandai-je soudain. La question s'était présentée d'elle-même, et je me dis sur le coup que Thorogood, qui était âgé, lent et presque illettré, en dépit de son langage souvent imagé, ne serait pas capable d'y répondre. Et cependant, il le fit, sans manifester la moindre surprise. « Ouais, c'est bien possible, » me répondit-il. Tandis qu'au bar, les hommes continuaient à parler de la pluie et du beau temps, Claude Héroux poursuivait l'abattage. Grenier avait finalement réussi à dégager le pistolet de son étui. La hache s'abattit une fois de plus sur Eddie King, qui n'était plus que morceau sanguignonnant. La première balle tirée par Grenier ricocha sur le fer de la hache, arrachant une étincelle et partit en bourdonnant. El Katouk se remit sur ses pieds et commença à reculer. Il tenait toujours les cartes qu'il distribuait l'instant d'avant, et certaines tombaient au sol en tourbillonnant. Claude se jeta sur lui. El Katouk tendit les mains. Grenier tira une deuxième fois, mais la balle passa à plus de 3 mètres de Claude Héroux. « Arrête, Claude !» l'implora El Katouk. D'après Thorogood, ce dernier esquissa même un sourire. « Je n'étais pas avec eux, je me mêle pas de ces histoires. » Héroux se contenta de grogner. « J'étais à Milnokek, reprit El Katouk, dont la voix commençait à monter dans les aigus. « J'étais à Milnokek, je le jure sur la tête de ma mère. Demande à qui tu veux si tu me crois pas. » Claude leva la hache dégoulinante de sang et El Katouk lui jeta au visage ce qui lui restait de cartes dans la main. La lame s'abattit avec un sifflement, l'homme l'esquiva. Elle alla s'enfoncer dans la paroi de bois, le mur du fond du Silver Dollar. El Katouk voulut s'enfuir, mais Claude dégagea la hache et, à l'aide du manche qu'il jeta entre les chevilles de sa victime, le fit trébucher et s'étaler par terre. Grenier tira une 3e fois, avec plus de succès ce coup-ci. Il avait visé la tête du bûcheron devenu fou. La balle alla se ficher dans la partie charnue de sa cuisse. Pendant ce temps, El Katouk rampait aussi vite qu'il pouvait en direction de la porte de l'établissement. Les cheveux lui pendaient devant les yeux.
Héroux brandit une fois de plus sa hache avec un ricanement fait de sons incohérents, et l'instant suivant, la tête décapitée d'El Katouk roulait dans la sueur qui recouvrait le plancher, la langue bizarrement tirée entre les dents. Elle alla s'arrêter contre la botte d'un bûcheron du nom de Varney, lequel avait passé le plus clair de la journée au Silver Dollar, et qui, au stade où il en était, se trouvait dans un état d'inconscience si exquis qu'il ne savait pas si c'était la terre ou si c'était la mer. Il écarta la tête d'un coup de pied sans même la regarder et demanda une nouvelle bière à Jonesy d'une voix tonitruante. El Katouk rampa encore sur 1 mètre, le sang jaillissant violemment de son cou, avant de se rendre compte qu'il était mort et de s'effondrer. Restait Struglet, mais celui-ci était allé s'enfermer dans les chiottes. Héroux s'ouvrit un chemin à coups de hache, avec des cris et des grognements, des paroles sans suite, de la bave lui coulant sur le menton. Quand il pénétra dans les cabinets, Struglet avait disparu, alors que la minuscule pièce glaciale ne possédait pas de fenêtre. Héroux resta planté là quelques instants, tête baissée, ses bras solides aspergés de sang gluant, puis, avec un rugissement, il souleva le couvercle du siège à 3 trous, juste à temps pour voir les bottes de Struglet qui disparaissaient en dessous des planches de bois inégales qui masquaient mal la descente de l'installation. Struglet grenier partit en courant le long d'Extange Street, couvert de merde de la tête aux pieds, s'égosillant à crier qu'on l'assassinait. Il survécut à la partie d'abattage du Silver Dollar, et il fut le seul, mais au bout de 3 mois de plaisanterie sur sa méthode merdique pour fuir, il quitta définitivement la région de Derry. Héroux sortit alors des toilettes et resta immobile sur le pas de la porte défoncée, tête baissée, comme un taureau qui vient de charger, tenant encore la hache à la main. Il respirait fort, haletait, et du sang le couvrait de la tête aux pieds. « Ferme la porte, Claude, ces chiottes puent davantage que l'enfer, lui dit Thorgood. L'homme laissa tomber sa hache sur le sol et fit ce qu'on lui avait demandé. Il se dirigea vers la table aux cartes éparpillées où ses victimes étaient assises 1 ou 2 minutes avant, écartant l'une des jambes coupées d'Eddie King au passage. Puis il s'assit et posa la tête sur ses bras. Partout dans le bar, les conversations reprirent et l'on se remit à boire. 5 minutes plus tard, une vague de nouveaux arrivants se présenta au Silver Dollar. Parmi eux se trouvaient 3 ou 4 flics du bureau du shérif. Leur chef était le père de Lal Metchen, et quand il vit le carnage, il eut une attaque cardiaque. On dut l'emporter chez le Toubib immédiatement. On emmena Claude Héroux, qui suivit docilement les forces de l'ordre, l'air plus endormi que réveillé. Ce soir-là, dans tous les bars d'Exchange et Baker Street, les conversations roulèrent de plus en plus bruyamment, de plus en plus tapageuses sur le massacre du Silver Dollar. Une espèce de rage alcoolisée et vertueuse se mit à grandir, et lorsque les bars fermèrent, on vit un groupe, fort d'au moins 70 hommes, se diriger vers la prison et le tribunal du centre-ville. Certains tenaient des torches et des lanternes, d'autres portaient des armes à feu, des haches ou des masses. Le shérif du comté, qui venait de Bangor, n'était pas attendu avant midi le lendemain. Il était bel et bien absent. Quant à Goose Machen, il se remettait de son attaque cardiaque dans l'infirmerie. Les 2 adjoints qui se trouvaient de service sur place, en train de jouer à la belote, entendirent arriver la populace et dégagèrent en vitesse. La bande d'ivrognes ne fit pas de détails, cassa tout et arracha Claude Héroux à sa cellule. Ce dernier ne protesta pas beaucoup, il avait l'air sonné, absent. Les émeutiers le transportèrent sur leurs épaules comme le héros d'une équipe de football. Ils se rendirent ainsi jusqu'à la hauteur de Canal Street, où ils le pendirent à la branche d'un vieil orme qui surplombait le canal. Il était déjà tellement dans les vapes qu'il ne donna que 2 coups de pied, dit Thorgood. Ce fut, du moins d'après les archives de la ville, le seul lynchage qui eut jamais lieu dans cette partie du Maine. Et, est-il besoin de le préciser, il ne fut pas signalé dans les colonnes du Derry News. Nombre de ceux qui avaient continué à boire tranquillement pendant que Héroux maniait sa hache à tout va au Silver Dollar étaient de la partie de corde de chanvre qui se termina par sa pendaison. À minuit, leur humeur avait sans doute changé. Je posai à Thorgood une ultime question. N'avait-il pas aperçu un inconnu pendant les violences de cette journée ? Quelqu'un qui l'aurait frappé par son étrangeté, son côté bizarre, déplacé, clownesque ? Quelqu'un que l'on aurait vu en train de boire au bar l'après-midi ? Quelqu'un qui se serait peut-être mêlé à la foule des lyncheurs cette nuit-là ? C'est bien possible, répondit le vieillard. Il commençait à être fatigué à ce moment-là. Sa tête tombait et il était prêt pour sa sieste de l'après-midi. C'était il y a très très longtemps, monsieur Hanlon, très longtemps. Mais vous vous souvenez de quelque chose pourtant ? Oui, je me rappelle qu'il devait y avoir à ce moment-là une foire sur la route de Bangor, admit Thorgood. À 6 portes du Silver Dollar, il y avait un autre troquet, le Bucket. Et dedans, un drôle de type, marrant, qui faisait des pirouettes et des cabrioles, qui jonglait avec les verres, qui faisait des tours.
Il posait 4 pièces sur son front sans les faire tomber. Un comique, quoi. Son menton osseux vint de nouveau s'appuyer contre sa poitrine. Il était sur le point de s'endormir sous mes yeux. Un peu de salive se mit à faire des bulles au coin de sa bouche, aussi plissée et ridée qu'une bourse à cordon. Je l'ai aperçu ici et là, de temps en temps, depuis, ajouta finalement le vieil homme. Je me suis dit qu'il avait dû décider de rester dans le secteur. Ouais, il y est resté un bon bout de temps, dis-je. Un ronflement léger fut sa seule réponse. Tourougouds était endormi dans son fauteuil, près de la fenêtre, sur le rebord de laquelle s'alignaient ses médicaments, dernière ligne de défense du grand âge. Je coupais l'enregistrement et restai assis quelques instants à le contempler. Il me faisait l'effet d'un homme qui aurait voyagé dans le temps, venu d'une époque où n'existait ni automobile, ni ampoule électrique, ni avion, et où l'Arizona ne faisait pas encore partie de l'Union. Gripsou était déjà là, à la tête du cortège pour un nouveau sacrifice spectaculaire, un de plus dans la longue liste des sacrifices spectaculaires de Derry. Celui-ci, qui eut donc lieu en septembre 1905, servit de prélude à une période de terreur redoublée, dont le couronnement serait l'explosion des aciéries Kitchener-Apac l'année suivante. Voici qui soulève quelques questions intéressantes, et pour autant que je sache, des questions d'une importance vitale. Qu'est-ce que ça mange réellement, par exemple ? Je sais que quelques-uns des enfants ont été partiellement dévorés. Ils présentent des traces de morsures, au moins. Mais peut-être est-ce nous qui poussons ça à agir ainsi ? Il ne fait aucun doute que nous savons tous depuis l'enfance ce que nous fait le monstre lorsqu'il nous attrape au fond des bois. Il nous dévore. C'est peut-être la chose la plus épouvantable que nous sommes capables de concevoir. Mais en fait, c'est de foi et de croyance que vivent les monstres, non ? Je suis irrésistiblement conduit à cette conclusion. La nourriture donne peut-être la vie, mais la source de la puissance se trouve dans la foi, non dans la nourriture. Et qui est davantage capable d'un acte absolu de foi qu'un enfant ? Le problème, cependant, est que les enfants grandissent. Dans l'Église, la perpétuation et le renouvellement du pouvoir se font au cours de cérémonies rituelles périodiques. Il semble en aller de même à Derry. Se pouvait-il que ça se protège du simple fait que, comme les enfants deviennent des adultes, ils deviennent également soit incapables d'un acte de foi, soit handicapés par une sorte de dégénérescence spirituelle, une atrophie de l'imagination ? Oui, je crois que tel est le secret ici. Et si je lance ces appels, combien se souviendront ? Dans quelle mesure croiront-ils ? Suffisamment pour mettre un terme définitif à cette horreur, ou juste assez pour se faire à leur tour massacrer ? Nous avons bien failli le tuer par 2 fois, et à la fin nous l'avons repoussé jusqu'au fond de sa tanière, parmi ses tunnels et ses hypogées puants sous la ville. Mais je crois avoir découvert un autre secret. Bien que ça soit peut-être immortel, ou presque, nous ne le sommes pas. Il lui suffit d'attendre jusqu'à ce que l'acte de foi qui a fait de nous des tueurs de monstres potentiels soit devenu impossible. 27 ans. Peut-être une période de sommeil pour lui, aussi brève et roborative que le serait pour nous une petite sieste. Et quand ça se réveille, il est inchangé, alors qu'un tiers de notre vie vient de s'écouler. Nos perspectives sont devenues plus étroites. Notre foi dans la magie, qui seule rend la magie possible, s'est aussi tuée que le brillant d'une paire de chaussures neuves après une longue journée de marche. Pourquoi nous rappeler ? Pourquoi ne pas simplement attendre notre mort ? Parce que nous avons bien failli le tuer ? Parce que ça a peur de nous, je crois ? Parce que ça veut se venger ? Et maintenant que nous ne croyons plus au Père Noël, à la petite souris, à Hansel et Gretel ou aux 3 petits cochons, ça se sent prêt à nous affronter. Revenez donc, nous dit ça. Revenez donc et finissons-en de notre petit différend. Venez donc avec vos billes et vos yo-yo, on va jouer. Revenez et vous verrez si vous vous souviendrez de la chose la plus simple de toutes, ce que c'est que d'être un enfant, sûr de ses convictions et donc ayant peur du noir. Sur ce dernier point, au moins, j'ai 10 sur 10. Je suis terrifié, fichtrement terrifié.